Malcolm Brantley coupait son steak avec une précision d'expert, comme il abordait tout dans sa vie. La lame séparait la viande de l'os d'un geste net. Chaque coupe était précise et efficace. De l'autre côté de la table, son fils de 10 ans, Nico, déplaçait des petits pois dans son assiette, formant de petites tours qu'il renversait d'un coup de fourchette. « Mange tes légumes », dit Avery, sa voix emplie de cette chaleur familière qui incitait les voisins à l'épicerie à l'arrêter pour discuter. Elle sourit à Malcolm, ses cheveux blonds reflétant la lumière de la cuisine comme de l'or filé. Ses yeux bleus pétillaient d'une sorte de contentement qui rendait les autres femmes envieuses. « Comment étaient les courses aujourd'hui ? » « Bien. J'ai fini le travail de Peterson plus tôt que prévu. » Malcolm mâchait lentement, savourant la viande parfaitement assaisonnée. Avery avait un don pour la cuisine, transformant des ingrédients simples en repas dignes d'un restaurant. « Mon avis sur ce contrat d'église dont Lucie a parlé, ta sœur a toujours des idées pour toi. » Le rire d'Avery tintait comme des carillons dans une brise d'été. Plus d'argent serait bien, cependant. Nico grandit et ne tient plus à rien. La maison autour d'eux reflétait 11 années de construction minutieuse. Des photos de mariage ornent le manteau de la cheminée, montrant un Malcolm plus jeune, en bleu de travail, debout à côté d'Avery en dentelle blanche. Des photos de vacances en famille du Grand Canyon, de séjours camping à Disneyland dans les montagnes. L'hypothèque a été remboursée 2 ans plus tôt grâce à la discipline financière de Malcolm et à la gestion budgétaire rigoureuse d'Avery. Nico leva les yeux de son projet de construction d'éducation physique, ses cheveux noirs tombant dans des yeux qui reflétaient ceux de son père. « Papa, peux-tu m'aider avec mes devoirs de maths après le dîner ?»« Bien sûr, fiston. » Malcolm ressentait la profonde satisfaction d'un homme qui avait construit quelque chose de solide. 11 ans de mariage avec une femme qui il gardait leur maison impeccable, préparait des repas qui lui mettaient l'eau à la bouche et ne se plaignait jamais de ses longues heures à l'atelier de fabrication. Leur maison de Flagstaff n'était peut-être pas la plus grande du quartier, mais elle leur appartenait, sur un pilier pour l'avenir. La lumière du soir qui filtrait par la fenêtre de la cuisine peignait tout en or. Avery se déplaçait autour de la table, remplissant les verres et ramassant les assiettes avec la grâce efficace de quelqu'un qui a perfectionné le rythme de la vie de famille. Elle fredonnait doucement en travaillant, une habitude qui charmait Malcolm depuis leur premier rendez-vous. « Madame Patterson est passée aujourd'hui », dit Avery en chargeant le lave-vaisselle. Son petit-fils se marie le mois prochain. Elle voulait savoir si nous pourrions assurer le service traiteur pour le dîner de répétition. Vous y pensez ? Peut-être. Je reçois plus de demandes ces derniers temps. Les gens adorent ma cuisine. Malcolm regardait sa femme se déplacer dans leur cuisine comme une danseuse qui connaît chaque pas par cœur. Elle parlait de créer une entreprise de traiteur depuis des années, mais ne semblait jamais trouver le temps. Entre le ménage et Nico, elle était bien occupée. Après le dîner, Malcolm assis avec Nico à la table de la cuisine, il guidait son fils dans les fractions pendant qu'Avery nettoyait autour d'eux. Le bourdonnement du lave-vaisselle en arrière-plan se mêlait au grincement du crayon sur le papier et à la taille parfois frustrée de Nico. « Papa, tu es vraiment bon en maths, » dit Nico en effaçant une autre erreur. Les marines m'ont appris la précision. Tout doit s'additionner, non ? Sinon, on se blesse. Avais-tu peur pendant la guerre ? Malcolm marqua une pause, réfléchissant à la quantité de vérité qu'un enfant de 10 ans pouvait parfois supporter. Mais avoir peur ne signifie pas abandonner. Cela signifie être prudent. On prête attention aux détails qui pourraient échapper aux autres. Comme quoi ? Savoir quelles routes sont sûres, à qui on peut faire confiance. Comment repérer le danger avant qu'il ne nous repère ? Nico hocha la tête avec le sérieux d'un enfant qui essaie de comprendre les concepts d'adultes. Tu m'apprendrais ça ? Bien sûr. Mais pour l'instant, concentrons-nous sur ces fractions. Vers 22h30, ils allèrent tous se coucher. Malcolm s'endormit facilement, le corps fatigué par une bonne journée. Travail. Son esprit était apaisé, rempli du contentement d'un homme qui avait mérité son repos. Il se réveilla à 2h du matin, avec l'impression qu'on lui avait planté un tisonnier rouge dans le ventre. La sueur trempait ses draps et son estomac se contractait, submergé par des vagues de douleur qui lui coupaient le souffle. La pièce tournoyait lorsqu'il essaya de s'asseoir. Malcolm. La voix d'Avery était douce et inquiète dans l'obscurité. Qu'est-ce qui ne va pas ? J'ai mal au ventre. Il se plia en deux, luttant contre l'envie de vomir. La douleur irradiait de son estomac à tout son corps. Avery se redressa aussitôt, sa main fraîche et douce sur son front. Tu brûles.
Ça doit être quelque chose que tu as mangé. Peut-être. Les crampes reprirent, plus fortes cette fois. Comme si ses intestins se tordaient. Elle se glissa hors du lit, pieds nus silencieux sur le parquet. Je vais te faire du thé. La camomille aide toujours à calmer les estomacs. Malcolm serra les dents, attendant que la douleur passe. Une intoxication alimentaire, probablement. Il avait mangé cette viande séchée de la station-service hier après-midi, alors qu'il était trop occupé pour s'arrêter déjeuner. Ça devait être ça. Avery revint avec une tasse fumante et s'assit à côté de lui sur le lit, caressant ses cheveux humides pendant qu'il sirotait son thé. La chaleur lui calma l'estomac, et son contact était réconfortant comme seule une épouse peut l'être. Mieux, murmura-t-elle, oui, merci. Je t'aime, Malcolm. Je déteste te voir souffrir comme ça. Je t'aime aussi. Mais les crampes revinrent 2 fois avant l'aube, le laissant à chaque fois plus faible et plus confus. Au matin, il avait l'impression d'avoir été renversé par un camion, mais les pires symptômes étaient passés. Avery lui prépara le petit déjeuner et s'occupa de lui avant qu'il ne parte au travail, lui faisant promettre de le rappeler s'il se sentait à nouveau malade. Malcolm attribua l'épisode à une mauvaise alimentation et le fit perdre la tête. Il avait travaillé pour atteindre son objectif 3 semaines plus tard. Malcolm se tenait dans le bureau stérile du docteur Hansen, lisant les résultats de son analyse de sang par-dessus l'épaule du médecin. Les chiffres ne lui disaient rien, mais l'expression du docteur Hansen était rassurante. Tout a l'air normal, dit le docteur Hansen en ajustant ses lunettes à monture métallique. La numération leucocytaire est bonne. Aucun signe d'infection ou d'inflammation. Alors pourquoi est-ce que je me sens comme une ordure? Les mains de Malcolm avaient développé une sensation constante de picotement qui rendait la prise des outils difficile. Ce n'est pas normal pour moi. Cela pourrait être dû au stress. Diriger une entreprise n'est pas facile, surtout dans ce contexte économique. Malcolm voulait argumenter. Il avait géré le stress du combat en Afghanistan, où chaque jour était synonyme de mort. Un atelier de métallurgie dans la paisible Arizona ne devrait pas le briser. Mais les picotements s'étaient propagés dans ses bras et sa tête lui semblait enveloppée de coton presque tous les matins. Je vais vous prescrire un médicament contre les nausées, continua le docteur Hansen en griffonnant sur son carnet d'ordonnances. Et peut-être envisager de prendre des congés. À quand remonte la dernière fois que vous avez pris de vraies vacances? On ne peut pas se le permettre. On ne peut pas non plus se permettre de se tuer au travail. Revenez dans 2 semaines si les symptômes persistent. Ils persistèrent et s'aggravèrent. Au cours des 6 mois suivants, l'univers de Malcolm se rétrécit progressivement. Des tâches qui semblaient autrefois faciles devinrent des défis monumentaux. Marcher de son camion à l'entrée de l'atelier le laissait essouffler. Soulever de lourdes pièces d'acier nécessitait des pauses qui le gênaient devant ses employés. Les picotements dans ses mains devinrent un compagnon constant, rendant le travail de précision presque impossible. Il était connu à Flagstaff pour sa capacité à créer des pièces métalliques complexes. Mais maintenant, ses mains tremblaient lorsqu'il essayait de tenir fermement un chalumeau. Tu devrais peut-être consulter un spécialiste, suggéra son employé Dave après que Malcolm eut dû s'asseoir à mi-chemin d'une simple découpe. Déjà la moitié de 3 d'entre eux. Chaque médecin avait effectué différents examens, analyse de sang, d'urine, scanner, IRM. Aucun n'avait rien trouvé de concluant. Ces symptômes allaient et venaient sans schéma apparent. Crampes d'estomac, picotements aux extrémités, trop de mémoire qui le laissait debout dans des pièces à se demander pourquoi il était allé là, et une fatigue profonde qui lui donnait l'impression de courir des marathons en montant les escaliers. Un certain Dr Williams, le 3e spécialiste, avait été le plus direct. Je ne dis pas que vous inventez, mais le stress se manifeste physiquement plus que la plupart des gens ne le pensent. Votre femme a mentionné que vous aviez des oublis. Cette déclaration a stoppé net Malcolm. Avery vous a parlé. Elle a appelé hier, très inquiète. Elle a dit que vous aviez oublié d'aller chercher votre fils à l'école la semaine dernière. Malcolm se souvenait de ce jour différemment. Nico lui avait dit que l'entraînement de foot était annulé à cause de la pluie. Mais lorsque Malcolm arriva sur le parking vide de l'école, il trouva Nico assis seul sur les marches, l'air petit et abandonné. Il y avait une confusion concernant l'emploi du temps, dit Malcolm prudemment. Des troubles de la mémoire combinés à vos autres symptômes pourraient indiquer plusieurs maladies. Démence précoce, maladie de Parkinson, voire certaines maladies auto-immunes. Ces mots frappèrent Malcolm comme des coups. Il avait 39 ans,
trop jeune pour aucune de ces maladies. Nous devrions effectuer des examens plus complets, poursuivit le docteur Williams. L'évaluation cognitive détailla un bilan neurologique. Les tests montrèrent les mêmes niveaux légèrement anormaux qu'auparavant. Rien de la maladie du cri, mais rien de complètement normal non plus. Malcolm vivait dans un flou médical où les médecins reconnaissaient que quelque chose n'allait pas, mais ne parvenaient pas à identifier ce qu'était un fauté. Avery devint de plus en plus attentive à mesure que son état empirait. Elle fit des recherches sur ses symptômes en ligne, imprimant des articles sur diverses maladies neurologiques. Elle préparait des repas spéciaux pour stimuler les fonctions cérébrales, lui apportait des tisanes tous les soirs et installait un pilulier pour s'assurer qu'il prenne toutes ses vitamines. « Tu travailles trop », dit-elle un soir en lui massant les épaules tandis qu'il était affalé à la table de la cuisine. Il serait peut-être temps de ralentir. Je ne peux pas ralentir. J'ai des factures à payer, des employés qui dépendent de moi. On a des économies, une bonne assurance. Tu n'as pas à tout porter seul. Ses doigts s'activèrent pour dénouer les nœuds de son cou. Mais Malcolm se sentait déconnecté de son propre corps, comme s'il observait la vie de quelqu'un d'autre à travers une vitre épaisse et déformante. Même le contact d'Avery, qu'il avait toujours réconforté, lui semblait lointain et irréel. « Et si ça empire ?» demanda-t-il. « Alors on s'en sortira ensemble. » Voilà ce que signifie le mariage. Au bout d'un an, le quotidien de Malcolm était devenu une succession de petites batailles. S'habiller le matin nécessitait de la planification et des pauses. Aller au travail en voiture était synonyme de vertige. Utiliser des machines devenait dangereux à mesure que sa coordination se détériorait. « Tu me fais peur », lui dit Avery après son retour à la maison avec les doigts bandés suite à un accident d'atelier. « Et si tu te blessais gravement ? Et s'il t'arrivait quelque chose au travail et que personne n'était là pour t'aider ?» Malcolm fixa son reflet dans le miroir de la salle de bain ce soir-là. Son visage était décharné, un âge qui dépassait son âge. Son regard avait perdu son acuité militaire, remplacé par une incertitude confuse qui le faisait passer pour un étranger. « Reprends-toi », dit-il à son reflet. Les marines ne s'effondrent pas, mais quelque chose de fondamental était en train de s'effondrer. Il ne comprenait tout simplement pas quoi. Un après-midi d'octobre, Malcolm avait entendu Avery parler à leur voisine, Madame Patterson, par-dessus la clôture du jardin. Il était rentré tôt du travail, pris de vertige après avoir failli s'évanouir en manipulant la scie à métaux. « Je suis morte d'inquiétude pour lui », disait Avery. Sa voix portait cette note d'inquiétude sincère qui donnait envie à tout le monde de l'aider. Il est tellement absent ces derniers temps, il oublie des choses, il se perd dans des tâches simples. Malcolm s'arrêta près de la porte de derrière, écoutant à travers l'écran. Quelque chose dans le ton d'Avery lui donna envie d'en savoir plus. « C'est vraiment terrible », répondit Madame Patterson avec le même ton. La sympathie de quelqu'un qui a élevé 4 enfants et enterré un mari. Il est si jeune pour avoir ces problèmes. Les médecins n'arrivent pas à comprendre. Ils ont fait tous les tests imaginables. La voix d'Avery tremblait légèrement, comme si elle retenait ses larmes. Sa sœur, Lucy, pense qu'il pourrait s'agir d'une démence précoce. Le père de Malcolm avait des problèmes de mémoire avant de mourir. Malcolm se figea. Son père était mort dans un accident de voiture à 55 ans après avoir travaillé 2 fois par jour à la scierie. Sa mémoire était restée vive jusqu'au jour de sa mort. A-t-il consulté un neurologue ? 3. Il continue de faire d'autres tests, mais la voix d'Avery se brisa légèrement. Je ne sais pas comment le dire à Nico. Il n'arrête pas de demander pourquoi papa agit bizarrement parfois. Malcolm sentit la colère monter dans sa poitrine. Il n'agissait pas bizarrement. Il était malade, certes, mais pas bizarre, et certainement pas d'une manière qui aurait déconcerté un enfant de 10 ans. Les enfants sont résilients, dit Madame Patterson. Ils s'adaptent parfois mieux que les adultes. Je veux juste que mon mari revienne. Malcolm poussa la porte de derrière, faisant assez de bruit pour annoncer sa présence. Les 2 femmes levèrent les yeux, l'air inquiet et surpris. « Oh, ma chérie !» Le visage d'Avery s'illumina de soulagement, même si son regard restait inquiet. « Tu rentres tôt. Comment te sens-tu » ? « Bien, » dit Malcolm, même si ses mains tremblaient à nouveau et que sa vision était légèrement floue. Madame Patterson lui adressa un sourire compatissant. « Prends soin de toi, Malcolm. Aver m'a dit combien elle s'inquiétait pour toi. » Après le départ de leur voisin, Avery passa ses bras autour de la taille de Malcolm,
la tête appuyée contre sa poitrine. Je déteste parler de ta santé avec les autres, mais j'avais besoin de quelqu'un qui m'écoute. J'ai tellement peur, Malcolm. Peur de te perdre. Pourquoi lui as-tu parlé de mon père? Avery se recula, l'air confus. Que veux-tu dire? Tu as dit qu'il avait des problèmes de mémoire. Il n'en avait pas, Malcolm, chéri, il en avait absolument. Tu ne te souviens pas comment il s'est perdu en allant à l'épicerie? Comment il a oublié l'anniversaire de ta mère? 3 ans de suite. Comment il a commencé à mettre du sel dans son café au lieu du sucre? Malcolm essaya de se souvenir. Son père avait été distrait vers la fin, travaillant trop d'heures pour payer les factures médicales de sa mère. Mais des problèmes de mémoire? Ne réfléchis pas. Mon cœur, tu as été déployé quand les choses ont vraiment empiré. Ta mère m'a tout raconté au début de notre mariage. Elle était si inquiète que tu développes les mêmes problèmes. La voix d'Avery était douce, patiente. La façon dont on parle aux enfants désemparés. Peut-être que tes souvenirs de cette époque ne sont pas tout à fait clairs non plus. Cette nuit-là, Malcolm resta éveillé, les yeux fixés au plafond, essayant de reconstituer les souvenirs des dernières années de son père. Y avait-il eu des signes de démence? Ses souvenirs étaient-ils erronés, teintés par la distance et le temps? L'incertitude le submergea. S'il ne pouvait pas se fier à ses propres souvenirs, comment pouvait-il se fier à sa perception de ce qui lui arrivait maintenant? Une semaine plus tard, il trouva Nico assis sur son lit après l'école, l'air troublé et petit. « Qu'est-ce qui ne va pas, fiston? Maman m'a dit quelque chose, et je ne sais pas si je dois te poser la question. » Malcolm s'assit à côté de son fils, remarquant que Nico se penchait légèrement. « Tu peux me demander n'importe quoi, Nico. » Toujours. Elle dit, « Ton cerveau est malade parfois, mais elle va prendre soin de toi, alors tu n'as pas à t'inquiéter. » Ces mots frappèrent Malcolm comme un coup de poing dans le ventre. Qu'a-t-elle dit exactement? Que parfois, on ne se souvient plus de certaines choses, n'est-ce pas? Et c'est pour ça qu'on est perdu et qu'on oublie des choses. Mais ce n'est pas ta faute, et je ne devrais pas m'inquiéter, car maman sait comment prendre soin des malades. Malcolm sentit le monde basculer. Je ne suis pas si malade, Nico, mais tu as oublié mon concert à l'école la semaine dernière. Et tu m'as appelé Nathan hier pendant que tu m'aidais à faire les devoirs. Malcolm ne se souvenait pas d'avoir appelé son fils par un mauvais prénom. Mais Nico ne mentirait pas sur ce genre de choses. Même si je suis perdu parfois, je t'aime plus que tout au monde. Tu le sais, n'est-ce pas? Nico hocha la tête, mais dans ses yeux, un doute transparaissait dans son esprit, qui blessait Malcolm plus profondément que n'importe quelle douleur physique. Son propre fils commençait à le voir comme brisé, peu fiable. Ce soir-là, Malcolm trouva Avery dans la cuisine en train de ranger après le dîner. Il faut qu'on parle de ce que tu dis à Nico. À propos quoi? À propos de mon état. À propos de ma maladie. Avery se tourna vers lui, un torchon à la main. Malcolm, j'essaie juste de l'aider à comprendre pourquoi tu agis différemment. Les enfants ont besoin d'explications. Je n'agis pas si différemment. Chérie, si. Vraiment. Sa voix était infiniment patiente. La semaine dernière, tu es resté 20 minutes dans le garage à fixer tes outils comme si tu ne les avais jamais vus. Tu m'as demandé 3 fois en une journée ce que nous allions manger ce soir. Tu as mis tes clés de voiture au réfrigérateur. Malcolm n'avait aucun souvenir de ces incidents. Mais si Avery disait que c'était arrivé, et si Nico remarquait aussi des changements, alors peut-être que sa perception de la réalité était plus altérée qu'il ne l'avait imaginé. J'ai peur, admit-il. Je sais, mon cœur. J'ai peur aussi. Mais nous surmonterons ça ensemble. Elle le serra alors dans ses bras, et Malcolm enfouit son visage dans son épaule, respirant l'odeur familière de son parfum. Elle se sentait solide et réelle dans un monde de plus en plus incertain. Tu as une mine d'enfer, dit Lucy Miles lorsque Malcolm entra dans sa clinique par une grise matinée de novembre. Sa sœur n'enjolivait jamais rien. Un trait de caractère qui l'avait irrité enfant, mais qui lui semblait désormais une bouée de sauvetage vers l'honnêteté. Merci pour ton attitude au chevet du patient, ma sœur. Lucy étudia son visage avec un détachement clinique qu'elle avait développé au cours de ses 15 années d'infirmière praticienne. Elle voyait au-delà du frère avec lequel elle avait grandi, le patient présentant des symptômes inquiétants. À quand remonte la dernière fois où tu as dormi toute la nuit sans te réveiller malade? Malcolm a dû y réfléchir.
Je ne m'en souviens plus. 2 mois peut-être. C'est ce qui m'inquiète. Elle lui désigna une chaise dans son bureau. Assieds-toi. Raconte-moi tout et ne mets aucun détail parce que tu les trouves gênants ou sans importance. Malcolm décrivit les symptômes chronologiquement, depuis la première nuit de crampes sévères jusqu'aux difficultés quotidiennes de mémoire et de coordination actuelles. Lucie prit des notes, posant parfois des questions de clarification qui témoignaient de sa formation médicale. Et les facteurs environnementaux, demanda-t-elle. Du nouveau au travail? Des produits chimiques différents, de nouveaux procédés, des émanations inhabituelles, le même atelier que je dirige depuis 8 ans. Même matériaux, même protocole de sécurité. L'environnement domestique. Rien n'a changé là non plus. Avery garde la maison plus propre qu'un hôpital. Lucie tapota son stylo contre son bloc-notes. Ces symptômes, leur mode d'apparition, leur évolution, ne correspondent à aucune affection neurologique standard que je connais. 3 médecins m'ont dit la même chose. C'est exactement pourquoi je veux que vous consultiez quelqu'un en dehors de Flagstaff. Quelqu'un qui ne vous connaît pas, qui ne connaît pas Avery, qui n'a aucune idée préconçue sur ce qui pourrait ne pas aller. Pourquoi en dehors de la ville? Parce que les petites villes ont de petites communautés médicales. Parfois, les médecins se parlent, partagent des hypothèses. Des informations circulent qui pourraient influencer le diagnostic. Lucie se pencha. Je veux une analyse totalement indépendante. Vous pensez que les médecins ici ont tort. Je pense qu'ils se concentrent sur la recherche d'une explication neurologique, car c'est ce que suggèrent vos symptômes. Et si le problème n'était pas neurologique? Et s'il s'agissait d'autre chose? 2 semaines plus tard, Malcolm fit 3 heures de route jusqu'à Phoenix pour rencontrer le docteur Elizabeth Kumar, une toxicologue que Lucie avait trouvée grâce à ses réseaux professionnels. Le rendez-vous nécessitait une journée complète de congé, ce que Malcolm pouvait à peine se permettre. Le cabinet de Kumar était différent des cabinets médicaux de petites villes auxquels Malcolm était habitué. Moderne, stérile, rempli d'équipements qu'il ne reconnaissait pas. Elle était plus jeune qu'il ne l'avait imaginé, peut-être la quarantaine, avec des cheveux grisonnants et un regard intelligent qui semblait tout voir. Parlez-moi de votre routine quotidienne, dit-elle après avoir examiné son dossier médical. Tout, du réveil au coucher. Malcolm lui raconta sa journée type, des smoothies matinaux d'Avery aux vitamines du soir. Le docteur Kumar lui posa des questions détaillées sur son alimentation, son environnement de travail, ses habitudes sportives et même ses loisirs. Je vais faire d'autres examens, dit-elle. Une analyse capillaire, pas seulement une prise de sang. Les cheveux peuvent révéler une exposition prolongée à certaines substances. Quelles substances? C'est ce que nous allons découvrir. L'attente des résultats a duré 2 semaines. Malcolm a continué à travailler, à lutter contre les symptômes, à se demander s'il perdait la raison. Lorsque le docteur Kumar a appelé pour lui annoncer les résultats, sa voix était soigneusement neutre. J'ai besoin que vous veniez discuter des résultats. Ne pouvez-vous pas me les donner par téléphone? C'est une conversation que nous devons avoir en personne. Malcolm a de nouveau fait le trajet jusqu'à Phoenix, cette fois avec un sentiment croissant d'appréhension. Le cabinet du docteur Kumar semblait plus petit, plus oppressant que lors de sa première visite. Vos résultats d'analyse montrent quelque chose d'inquiétant, a-t-elle dit sans préambule. Vos analyses capillaires révèlent des traces de substances qui ne devraient pas être présentes dans votre organisme. Malcolm s'est penché en avant. Quelle substance? Du thallium et de l'éthylène glycol. Tous deux sont hautement toxiques, mais les concentrations suggèrent une exposition chronique plutôt qu'une intoxication aiguë. Je ne sais pas ce que c'est. Le thallium est un métal lourd historiquement utilisé dans la morora. L'éthylène glycol est le principal composant de l'antigel. Administré à petite dose sur une période prolongée, ces 2 produits peuvent provoquer les symptômes que vous ressentez. La pièce semble tourner. Administré Malcolm, ces substances ne sont pas naturellement présentes dans le corps humain. Elles ne se retrouvent ni dans la nourriture ni dans l'eau. Il faudrait que quelqu'un les ingère délibérément. Vous dites que quelqu'un m'empoisonne? Le docteur Kumar a choisi ces mots avec soin. Je dis que vos résultats d'analyse ne concordent pas avec une maladie naturelle ou une exposition accidentelle. Les schémas suggèrent une administration intentionnelle. Malcolm rentra chez lui, incrédule. Qui l'aurait empoisonné et pourquoi? L'idée semblait impossible, tirée d'un film ou d'un roman policier. Mais en repensant à l'année écoulée,
certains détails commencèrent à s'éclaircir. Comment ses symptômes semblaient toujours pires à la maison qu'au travail. Comment Avery avait commencé à discuter de son état avec ses voisins et ses médecins avant même d'avoir lui-même identifié certains symptômes. Elle semblait toujours savoir quand il passait une mauvaise journée avant même qu'il ne mentionne « Itendo ». C'était de la paranoïa. Avery l'aimait. Elle n'avait été que d'un grand soutien pendant sa maladie. Mais le doute, une fois installé, s'était enraciné et s'était répandu dans son esprit comme un poison. Malcolm prit une décision à la fois paranoïaque et nécessaire, il allait mener une expérience pour vérifier si ses symptômes étaient liés à quelque chose qu'il consommait à la maison. Le lendemain matin, au lieu d'accepter le smoothie qu'Avery lui préparait chaque jour, il prétendit avoir mal au ventre et prit une barre protéinée dans son camion. L'air déçu de son visage le fit culpabiliser, mais il surmonta son malaise. « Tu devrais manger quelque chose de consistant, dit-elle, l'inquiétude perceptible dans sa voix. Les barres protéinées ne suffisent pas à nourrir quelqu'un qui travaille aussi dur que toi, juste le temps que mon estomac se calme. » Au déjeuner, au lieu du sandwich soigneusement emballé qu'Avery avait préparé, il acheta un hamburger et des frites au restaurant près de son magasin. La nourriture grasse était meilleure que tout ce qu'il avait mangé depuis des mois. Pour le dîner, il prétexta des nausées et dit qu'il mangerait juste des crackers achetés à la station-service. Avery protesta. Mais Malcolm insista sur le fait que son estomac ne pouvait rien supporter de plus consistant. « Tu as besoin d'une vraie nutrition, » dit-elle en le regardant manger des crackers à la table de la cuisine pendant qu'elle et Nico savouraient un rôti braisé. « Tu perds déjà du poids. Ça ne t'aidera pas à aller mieux pendant quelques jours. » Le deuxième jour, à ne manger que des aliments qu'il avait achetés et préparés lui-même, Malcolm se sentit légèrement mieux. Les nausées constantes qui le tourmentaient depuis des mois commencèrent à s'atténuer. Le quatrième jour, les picotements dans ses mains avaient sensiblement diminué. Après une semaine à éviter la cuisine d'Avery, Malcolm se sentait plus clair qu'il ne l'avait été depuis des mois. Son énergie revint progressivement et, pour la première fois depuis près d'un an, il travailla une journée entière sans avoir besoin de s'asseoir. L'amélioration était si spectaculaire qu'il ne put l'ignorer. Le 8e jour, il décida de tester sa théorie. Il accepta une tasse de café qu'Avery avait préparé, l'observant attentivement ajouter la crème et le sucre. En moins d'une heure, les symptômes familiers revinrent. Des nausées le frappèrent par vagues et ses mains se mirent à trembler. Le brouillard mental qui s'était dissipé retomba comme une lourde couverture. Malcolm s'excusa et alla aux toilettes et vomit jusqu'à en avoir mal aux côtes. Lorsqu'il se regarda dans le miroir, son visage était pâle et tiré, exactement comme au plus fort de sa maladie. « Chérie, ton état empire, » dit Avery à sa sortie, le visage marqué par l'inquiétude. « On devrait peut-être aller aux urgences. »« Non, je m'en sortirai, mais lui ne s'en sortira pas. Pas avant d'avoir appris la vérité. » Cette nuit-là, tandis qu'Avery dormait à ses côtés, Malcolm était assis dans son garage, les yeux fixés sur son établi. Tous les instincts de sa formation militaire lui criaient qu'il était attaqué. Mais l'ennemi n'était pas des soldats étrangers ni des bombes placées au bord des routes. L'ennemi était dans sa propre maison, partageant son lit, élevant son fils. Il repensa aux paroles du docteur Kumar. Administration intentionnelle. Quelqu'un l'empoisonnait délibérément. Et il n'y avait qu'une seule personne ayant constamment accès à sa nourriture et à ses boissons. La femme à qui il avait confié sa vie les lui avait peu à peu confisqué. Malcolm profita de sa pause déjeuner le lendemain pour se rendre à Phoenix et acheter du matériel de surveillance dans un magasin d'électronique dont personne ne connaissait le nom. 2 minuscules caméras sans fil, un enregistreur, un petit écran d'ordinateur et suffisamment de câbles pour masquer les connexions. Il paya comptant et dit au vendeur qu'il craignait les cambriolages dans son magasin. L'installation des caméras nécessitait une planification minutieuse. Malcolm attendit qu'Avery emmène Nico à son match de foot, ce qui lui donnait 2 heures d'accès ininterrompu à la maison. La première caméra était placée au-dessus du placard de la cuisine, cachée derrière un vase décoratif, d'où il avait une vue dégagée sur le comptoir où Avery préparait ses repas. La seconde caméra était plus complexe. Il dut démonter le détecteur de fumée de leur chambre et installer la minuscule lentille à l'intérieur du boîtier. Il pointa l'armoire à pharmacie où Avery rangeait ses vitamines et ses médicaments, ce qui lui permit de garder les mains stables pendant qu'il travaillait. La mémoire musculaire acquise grâce à son entraînement militaire prenait le dessus. C'était de la reconnaissance, quelque chose qu'il comprenait. Rassembler des renseignements avant d'agir.
Le système enregistrait tout sur un disque dur caché qu'il avait installé dans l'établi de son garage, dissimulé derrière un faux panneau qu'il avait fabriqué pour ranger ses précieux outils. Pendant 3 jours, Malcolm visionna des images qui ne montraient rien d'inhabituel. Avery cuisinait, nettoyait, vaquait à ses occupations habituelles. Il commença à se demander s'il perdait la raison, si la paranoïa n'était pas un autre symptôme de ce qui n'allait pas chez lui. Point. Le 4e jour, la caméra de la cuisine capta quelque chose qui lui glaça le sang. L'horodatage indiquait 6h47. Avery se tenait au comptoir, en peignoir, préparait son smoothie matinal. Elle se déplaçait avec une efficacité éprouvée, ajoutant de la poudre de protéines, des fruits et du lait au mixeur. Puis elle s'arrêta, jetant un coup d'œil vers l'escalier pour écouter tout mouvement venant d'en haut. Satisfaite d'être seule, Avery ouvrit un petit flacon de pilules et vida soigneusement 2 gélules dans sa paume. Elle les écrasa avec le dos d'une cuillère, raclant la poudre obtenue dans le smoothie de Malcolm. Elle remua soigneusement le mélange, puis rinça la cuillère et remit le flacon de pilules à sa place derrière la boîte à café. Depuis la caméra de la chambre, filmée 2 heures plus tard, Malcolm observa Avery se diriger vers l'armoire à pharmacie et prendre son flacon de vitamines. Elle utilisa un petit compte-gouttes pour ajouter un liquide clair aux vitamines, puis secoua le flacon pour répartir le contenu. Malcolm passa les 2 séquences 3 fois, s'assurant qu'il ne se faisait pas d'illusions. Chaque visionnage confirmait ce que son esprit peinait à accepter. Sa femme l'empoisonnait. La femme qui l'embrassait au revoir chaque matin, qui lui apportait du thé quand il se sentait malade, qui disait à ses voisins combien elle s'inquiétait pour sa santé. C'était elle qui détruisait systématiquement son corps. Malcolm resta longtemps assis dans son garage après avoir visionné les images, les yeux dans le vide. 11 ans de mariage, un fils qu'ils avaient élevé ensemble, une vie qu'il croyait fondée sur l'amour et la confiance. Tout cela n'était qu'un mensonge. Il songea à la confronter immédiatement, à exiger des explications. Mais son entraînement militaire prit le dessus, prenant le dessus sur sa réaction émotionnelle. Ne révélez jamais vos renseignements avant d'avoir compris l'ampleur de l'opération ennemie. Si Avery l'empoisonnait, elle avait ses raisons. Elle avait un plan et elle n'agissait certainement pas seule. Malcolm avait besoin de tout savoir avant de passer à l'action. Malcolm devint une autre personne et un autre acteur, jouant le rôle du mari désorienté et malade, tout en menant secrètement la mission de reconnaissance la plus importante de sa vie. Chaque matin, il acceptait le smoothie qu'Avery lui préparait, en buvant la moitié devant elle avant de vider le reste dans les égouts après son départ. Il remplaçait son flacon de vitamines par un flacon identique contenant des multivitamines inoffensives achetées dans une autre pharmacie. Le flacon original fut rangé dans une boîte à outils verrouillée dans son garage, conservant ses preuves pour emporter un thé chez lui. Il jouait son rôle à la perfection. Il oubliait des conversations qui n'avaient jamais eu lieu, confondait les noms et les dates, se plaignait de symptômes qu'il ne ressentait plus. Avery réagissait avec une inquiétude parfaite, ajustant ses oreillers, lui apportant une tisane, appelant les médecins pour signaler son déclin continu. « Vous avez eu une autre crise hier soir ?» lui dit-elle un matin de décembre, la voix lourde d'inquiétude. « Tu t'es levé vers 3 heures et tu as essayé de quitter la maison. Quand je t'ai demandé où tu allais, tu as répondu que tu devais te présenter au travail. » Malcolm avait dormi profondément toute la nuit, mais il hocha gravement la tête et se massa les tempes comme pour s'éclaircir les idées. C'est effrayant. Et si je me blesse? Et si je m'éloigne et que je me perds? J'y ai pensé. Ne peut pas Malcolm n'avait pas vu les images d'elle l'empoisonner, il aurait cru chaque mot. Alors qu'Avery a fait des courses cet après-midi-là, Malcolm a installé un logiciel d'enregistrement clé sur son ordinateur portable et son smartphone. Les programmes étaient militaires, conçus pour la collecte de renseignements, complètement indétectables pour les utilisateurs civils. En quelques jours, il avait accès à tout. Ses comptes de messagerie, ses SMS, son historique de recherche sur Internet, son activité de médias sociaux. L'image qui a émergé était plus dérangeante qu'il ne l'avait imaginé. Malcolm a imprimé des centaines de messages textes entre Avery et quelqu'un nommé Wyatt Linux. Les conversations ont peint une image d'une relation qui se développait depuis près d'1 an, en commençant par le flirt et l'escalade en contenu sexuel explicite et des plans détaillés pour l'avenir ensemble. Mais les messages les plus accablants ne portaient pas sur la romance. Ils étaient à propos de l'argent. Wyatt, combien de temps jusqu'à ce que l'assurance paie? Avery Doctor dit pourrait être une autre année avec une progression naturelle. Peut-être moins si j'augmente la fréquence. Wyatt ne peut pas attendre beaucoup plus longtemps.
Mes dettes s'accumulent et les créanciers deviennent méchants. Avery, j'ai augmenté son assurance vie à 8 cents K le mois dernier. Forger sa signature sur l'application. Il ne lit jamais rien que je mette devant lui. Wyatt, tu es brillant. Il n'a aucune idée de ce qui s'en vient. Avery, il me fait entièrement confiance. C'est presque pathétique. Point. Les mains de Malcolm tremblaient alors qu'il lisait le message après un message détaillant leur intrigue. Wyatt avait encouragé l'empoisonnement depuis le début, recherchant des toxines introuvables et suggérant des moyens de rendre la mort de Malcolm naturelle. Wyatt, et si quelqu'un devient suspect? Et s'ils font une autopsie? Avery. Au moment où il meurt, il y aura des mois de dossiers médicaux montrant un déclin neurologique progressif. Tout le monde supposera que c'est la démence à début précoce. Wyatt, qu'en est-il de l'enfant? Avery. Nico sera dévasté, mais les enfants sont résilients, et il héritera de tout avec moi. Nous serons configurés pour la vie. La manière décontractée dont ils ont discuté de l'avenir de son fils ont rendu la vision de Malcolm floue avec rage. Mais il s'est forcé à continuer de lire pour rassembler chaque élément de preuve qu'ils avaient fait des vidéos. Malcolm les a trouvés dans un dossier caché sur l'ordinateur portable d'Avery. Des images de lui lors de ses pires épisodes lorsque le poison était le plus efficace. Des enregistrements de lui trébuchent à la salle de bain, l'air désorienté et confus. L'audio de conversation où sa voix sonnait en suspens et ses réponses ont été ralenties alors qu'elle avait documenté son déclin, créant un cas pour son incompétence mentale. Mais la découverte qui a presque brisé le sang-froid de Malcolm était un fichier vidéo daté 3 semaines plus tôt. Avery et Wyatt ayant des relations sexuelles dans le lit Malcolm ont partagé avec sa femme. En arrière-plan, clairement visible sur la table de nuit, était une photographie encadrée de Malcolm dans son uniforme de robe marine. Wyatt, il sera parti dans 1 an. Nous vendrons la boutique. Déménager en Californie. Soyez juste patient. Avery, je suis fatigué d'être patient. Je veux que ma vraie vie commence. Wyatt, ta vraie vie est avec moi. Tout le reste ne fait que jouer. Avery, je suis une bonne actrice. Il pense toujours que je l'aime. Malcolm regarda le écran d'ordinateur portable jusqu'à ce que ses yeux brûlent. 11 ans de mariage réduit à une performance. Chaque baiser, tout ce que je t'aime, chaque instant d'intimité. Tout cela avait été un mensonge conçu pour le garder conforme pendant qu'elle l'ait lentement assassiné. Il a pensé que Nico dormait paisiblement à l'étage tandis que sa mère et son amant prévoyaient la mort de son père dans la pièce voisine. Il a pensé à toutes les nuits où il avait tenu Avery pendant qu'elle chuchotait le réconfort, ne sachant jamais quelle était la source de sa douleur. La trahison a été plus profonde que toute blessure physique qu'il avait reçue au combat. Malcolm a appelé Lucy à partir d'un téléphone payant à l'extérieur d'un dépanneur à 20 mètres de Flagstaff en utilisant des trimestres afin que l'appel ne puisse pas être retracé à ses enregistrements téléphoniques. J'ai besoin de vous voir ce soir en privé. Ne le dites à personne, y compris votre personnel. Lucy a entendu quelque chose dans sa voix qui la faisait d'accord sans question. Ils se sont rencontrés dans un drink-stop dîner où aucun d'eux n'était susceptible d'être reconnu. Malcolm a apporté un sac d'ordinateur portable contenant des impressions, des dossiers médicaux, des fichiers vidéo et des enregistrements audio. Il a répandu les preuves de l'autre côté de la table, comme un stratège de guerre planifiant un assaut. Jésus-Christ, a chuchoté Lucy après avoir examiné les images de surveillance. Malcolm, c'est une tentative de meurtre. Il est prémédité de tentative de meurtre, de complot, de fraude à l'assurance et probablement d'une douzaine d'autres accusations. La formation médicale de Lucy s'est lancée alors qu'elle étudiait les rapports de toxicologie parallèlement aux preuves d'un empoisonnement systématique. Le motif est indubitable. Ces substances administrées à petite dose au fil du temps. Elles vous tuent assez lentement pour que cela ressemble à un déclin neurologique naturel. J'ai besoin d'aide juridique qu'elle ne peut pas me retrouver. Lucy a appelé à des collègues de Phoenix et de Tucson, gardant le nom de Malcolm hors des conversations. En 2 jours, elle l'avait connecté avec le docteur Patricia Wong, un toxicologue médico-légal spécialisé dans les affaires d'empoisonnement, et James Rivera, un avocat de la défense pénale qui avait traité des affaires de violence domestique impliquant la tentative de tuer un médecin. Le bureau de Wong était dans un bâtiment médical qui s'adressait aux organismes d'application de la loi. Ses références couvraient un diplôme de médecine murale, des certifications médico-légales, un témoin expert qualification dans des dizaines de cas de haut niveau. J'ai examiné vos résultats de tests et les images de surveillance,
a-t-elle déclaré après que Lucie ait fait des présentations. C'est l'un des schémas d'empoisonnement les plus sophistiqués que j'ai rencontrés. Comment sophistiqué? La plupart des empoisonneurs utilisent trop et tuent rapidement, soit trop peu et n'atteignent aucun effet. Cela a nécessité un calcul précis de la dose, du calendrier et de la méthode de livraison. Celui qui l'a fait a des connaissances médicales importantes. La mère d'Avery était infirmière autorisée. Malcolm a déclaré que cela explique la technique, le choix des toxines, la méthode d'administration, la façon dont les symptômes étaient autorisés à progresser. Ce n'était pas un travail amateur. James Rivera les a rejoints une heure plus tard, en examinant les preuves avec l'esprit analytique de quelqu'un qui avait passé 20 ans à poursuivre les criminels. La surveillance électronique que vous avez effectuée existe dans une zone grise légale, a-t-il déclaré. Mais les preuves médicales sont écrasantes et les communications numériques fournissent un motif clair et une préméditation. Quelles sont mes options? Nous apportons tout au procureur de district. Contourner entièrement la police locale. Ce niveau de préméditation est qualifié de tentative de meurtre au premier degré. Rivera a étudié Malcolm avec un intérêt professionnel. Je dois demander, pourquoi ne l'avez-vous pas affrontée au moment où vous avez découvert ce qu'elle faisait? La plupart des gens auraient explosé. La réponse de Malcolm a été immédiate et certaine. Les marines n'agissent pas sur l'émotion. Nous recueillons l'intelligence, développons une image complète des capacités et des intentions de l'ennemi, puis exécutons une mission conçue pour obtenir une victoire totale. Et quel est votre objectif de mission ici? Destruction complète de sa vie. Le même niveau de destruction qu'elle prévoyait pour le mien. Rivera hocha la tête avec appréciation. Je peux travailler avec cette approche. Malcolm a trouvé Nico dans sa chambre un soir de janvier, assis sur son lit avec un livre sur ses genoux, mais ne lisa clairement pas. Le garçon avait été retiré ces derniers temps, passant plus de temps seul, évitant les activités familiales. Qu'est-ce que vous pensez, fils? Nico leva les yeux avec des yeux qui maintenaient trop d'inquiétude pour un enfant de 10 ans. Papa, puis-je te demander quelque chose? Toujours. Êtes-vous vraiment malade? Comme dans votre cerveau? Malcolm s'est assis sur le bord du lit, choisissant soigneusement ses mots. Son fils méritait la vérité, mais pas la vérité complète qui détruirait son innocence d'enfance. Mon cerveau va bien, Nico. Quelqu'un me fait du mal, me faisant paraître malade quand je ne le suis pas. Mais je vais mieux maintenant. Qui te blesserait? Parfois, les gens en qui nous avons confiance font de mauvaises choses. Ce n'est pas de votre faute et ce n'est pas parce que vous avez fait quelque chose de mal. La lèvre inférieure de Nico a tremblé. Est une maman. La question a frappé Malcolm comme un coup physique. Son fils de 10 ans avait senti la vérité à laquelle Malcolm était aveugle depuis plus d'1 an. Comment le saviez-vous? Elle agit différent quand vous n'êtes pas là. Elle parle à quelqu'un au téléphone et dit des choses méchantes sur vous. Elle rit quand elle parle de la façon dont vous ne vous souvenez pas de choses. Malcolm a senti son chagrin pour cet enfant qui vivait dans une maison de mensonges. Regardez son père se détériorer tout en sentant la tromperie de sa mère. Oui, mon fils. C'est maman. Nico a commencé à pleurer alors, des sanglots profonds qui secouaient son petit corps. Malcolm le tenait, sentant ses propres yeux brûler avec des larmes non lasses. Qu'est-ce qui va nous arriver? Nous allons aller bien. Toi et moi, nous allons aller bien. Mais les choses vont changer très bientôt. Maman ira en prison. Probablement bien. Le mot est sorti avec une férocité surprenante. Je ne veux plus vivre avec elle. S'assurant que Nico était à la table du petit déjeuner lorsque la police est arrivée à 6 heures par une froide matinée de février. Vulnérable. Anti, se levant de la table du petit déjeuner où il avait aidé Nico à faire ses devoirs. Le détective Ray Santos a montré son insigne lorsque Malcolm a ouvert la porte. Derrière lui, 2 officiers en uniforme et une femme détective. Malcolm ne reconnaissait pas. Nous avons un mandat pour l'arrestation d'Avery Brantley. Quoi? La voix d'Avery a relevé un cri qui résonnait à travers la maison. Il doit y avoir une erreur. Madame, vous devez venir avec nous. Avery trébucha dans les escaliers, son sang-froid parfait craquant comme de la glace au dégel printanier. Malcolm, dites-leur que c'est faux. Dites-leur que je n'ai rien fait. Malcolm a regardé sa femme avec des yeux qui n'avaient aucune chaleur, aucune reconnaissance de la femme qu'il aimait autrefois. Je ne peux pas leur dire ça, Avery, car ce ne serait pas vrai.
Son visage est devenu blanc alors qu'elle réalisa qu'un piège avait été surgi. Vous avez fait ça. Tu m'as mis en place. Vous me encadrez. Le détective Santos a commencé à lire ses droits pendant qu'elle criait de la protestation qui s'est développée de plus en plus hystérique. Alors qu'il mettait des menottes sur ses poignets, elle se tourna vers Malcolm avec de la haine pure dans ses yeux. Vous êtes trop stupide pour comprendre cela par vous-même. Quelqu'un vous a aidé. Vous avez tout à fait raison, a dit Malcolm avec un calme mortel. J'ai eu beaucoup d'aide. Depuis les caméras que vous n'avez jamais remarquées, vous avez empoisonné ma nourriture. Depuis le logiciel de loguer que vous n'avez jamais détecté sur vos appareils. Depuis les médecins qui ont analysé chaque toxine smoothie, elle a cessé de boire il y a des mois. Les jambes d'Aver ont émis. Les policiers ont dû la soutenir physiquement alors qu'ils l'ont emmenée à la voiture de patrouille. Nico regarda depuis la fenêtre du salon, son petit visage pressé contre le verre. Est-ce fini, papa? Presque, fils. Presque. Wyatt Lennox a tenté de se présenter lorsque la police de l'État de l'Arizona s'est présentée dans son appartement à Sedona le même matin. Il a fait 3 kilomètres dans sa camionnette rouillée avant de le coincer dans une station-service juste de l'autre côté de la frontière du Nouveau-Mexique. Malcolm a regardé la couverture d'arrestation des nouvelles du soir du bureau de son avocat. James Rivera à côté de lui prenant des notes. Le suspect a tenté de fuir la juridiction, le journaliste a annoncé que des images de Wyatt étaient menottées. La police a récupéré des preuves le liant à un complot présumé pour commettre un meurtre. Rivera a raffiné la télévision. Il demande déjà un accord. Souhaite témoigner contre Avery en échange de réduction de charges. Quel genre d'accord? 25 ans au lieu de la vie sans libération conditionnelle. Il affirme qu'Avery était un cerveau. Qu'il n'était qu'un complice manipulé. Malcolm a examiné cette information avec l'esprit stratégique d'un planificateur militaire. Son témoignage aidera-t-il à la condamner? Cela détruira toute chance qu'elle ait revendiqué l'innocence. Il est prêt à admettre tout l'affaire, le complot d'empoisonnement, la fraude à l'assurance. Il remettait même des preuves que nous n'avions pas. Quelles preuves? Photographie des conteneurs de poison réels. Capture d'écran de la recherche sur Internet. Ils ont mené sur des toxines introuvables, des enregistrements audio de conversations où ils ont discuté de vos arrangements funéraires. Malcolm sentit quelque chose de froid et de final se régler dans sa poitrine. Ils ont planifié mes funérailles. Elle l'a fait complètement bien fonctionner. Service à l'église méthodiste, enterrement dans le cimetière de la ville à côté de votre père. Elle a même choisi la tenue de sa veuve et s'est pratiquée à l'aspect de la chagrillage de manière appropriée. Malcolm se leva et se dirigea vers la fenêtre donnant sur le centre-ville de Phoenix. Quelque part dans le système de prison de la ville, Avery était assis dans une cellule, comprenant enfin que son plan parfait avait été complètement démantelé. Laissez Wyatt conclure son accord, a déclaré Malcolm. Je veux que le monde entende exactement quel genre de femme je me suis marié. Le procès d'Avery Brantley a commencé par un matin brûlant de juillet et a attiré des foules qui remplissaient le palais de justice tous les jours pendant 3 semaines. Malcolm s'est assis dans la première rangée derrière la table de l'accusation, portant son meilleur costume et en maintenant le roulement militaire qui avait défini sa vie d'adulte. Avery avait changé pendant ses mois de prison. Elle avait perdu 20 livres. Ses cheveux blonds pendaient mous et sans vie, et les cercles sombres l'observaient autrefois des yeux brillants. Son avocat de la défense l'avait habillé de vêtements conservateurs, de navy blazer, de chemisier blanc, de maquillage minimal conçu pour la faire ressembler à une fille innocente de quelqu'un plutôt qu'à un meurtrier accusé. Patricia Marsh, l'avocat de la défense d'Avery, était un artiste qualifié spécialisé dans la création d'un doute raisonnable. Dans sa déclaration d'ouverture, elle a peint Malcolm en tant que mari paranoïaque contrôlant qui a orchestré un cadre élaboré pour couvrir sa propre maladie mentale. Mesdames et messieurs du jury, Marsh a commencé sa voix portant l'autorité de quelqu'un qui avait gagné des dizaines de cas difficiles. Mon client n'est pas le monstre que la poursuite veut que vous croyiez. Avery Brantley est une victime d'abus psychologiques domestiques, de manipulation et d'un complot élaboré conçu pour détruire sa vie. Elle a fait un geste vers Malcolm. L'homme assis derrière la table de l'accusation n'est pas le mari dévoué qu'il prétend être. C'est un homme dont la réalité se détériore depuis des années. Un homme qui est devenu obsédé par l'idée que sa femme aimante essayait de le blesser. L'accusation, dirigée par le procureur de district, Michael Shinn, a présenté leur cas avec précision méthodique. Des experts médicaux ont témoigné sur le programme d'empoisonnement sophistiqué.
Les spécialistes de la criminalistique numérique ont expliqué les preuves électroniques récupérées des appareils d'Avery. Les enquêteurs d'assurance ont détaillé les documents de forge qui avaient augmenté la police d'assurance vie de Malcolm à son insu. La docteure Patricia Wong a pris la parole en tant que témoin médical vedette de l'accusation. Elle a expliqué comment le thallium et l'éthylène glycol ont affecté le corps humain. Comment les doses trouvées dans le système de Malcolm ont indiqué une intoxication soutenue délibérée plutôt qu'une exposition accidentelle. Au cours de mes 23 années en tant que toxicologue médico-légal, le docteur Wong a déclaré « Je n'ai jamais vu de schéma d'empoisonnement plus calculé ». Dardé nerveusement autour de la salle d'audience et sa voix se leva à peine au-dessus d'un murmure. Demanda le procureur Chin. Elle l'a recherché en ligne pendant des semaines, m'a montré des articles sur l'empoisonnement au thallium, sur la façon dont il imite les maladies neurologiques. Elle a dit que cela aurait l'air complètement naturel si nous étions patients. Quel a été votre rôle dans ce complot? Pourquoi sa voix a craqué? Je l'ai encouragé. Je voulais l'argent, l'assurance vie, les actifs commerciaux. Je pensais qu'il essuyait ses yeux avec sa manche. Je pensais que nous pouvions nous en tirer. Avez-vous eu des relations sexuelles avec Madame Brantley? Oui, plusieurs fois. Dans sa maison, dans le lit, elle a partagé avec Malcolm. L'avocat d'Aver s'est opposé à la pertinence, mais le jury avait déjà suffisamment entendu la profondeur de la trahison. Lorsque l'accusation a joué la vidéo de surveillance d'Avery écrasant des pilules dans le smoothie de Malcolm, plusieurs jurés avaient l'air physiquement malades. Une femme âgée couvrait sa bouche de sa main. Quand ils ont joué l'enregistrement audio d'Avery disant à Wyatt que Malcolm était trop stupide pour vivre, Avery a commencé à pleurer à la table de défense. Mais les larmes semblaient performatives maintenant, calculées plutôt que authentiques. Le cas de la défense s'est effondré sous le poids des preuves physiques. Marsh a essayé de suggérer que Malcolm avait tout mis en scène, que sa paranoïa l'avait poussé à élaborer des longueurs pour encadrer sa femme innocente, mais les preuves médicales étaient écrasantes, et le témoignage de Wyatt avait démoli toute affirmation d'innocence. L'État appelle Malcolm Brantley au stand. Malcolm se dirigea vers la boîte des témoins avec une foulée mesurée d'un homme qui avait fait face à un tir ennemi et survécu. Il portait son meilleur costume de charbon de bois et regarda directement chaque juré alors qu'il levait sa main droite. Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité? Alors aidez-vous, Dieu. Je fais. Le procureur Chin l'a conduit à travers son témoignage avec une précision minutieuse. La voix de Malcolm n'a jamais hésité en décrivant la progression de sa maladie, la confusion médicale, la prise de conscience progressive que quelqu'un l'empoisonnement. Monsieur Brantley, quand avez-vous soupçonné pour la première fois que votre femme pourrait être responsable de votre maladie? Après que le docteur Kumar m'a dit que mes symptômes étaient compatibles avec un empoisonnement délibéré. Il n'y avait qu'une seule personne ayant un accès constant à ma nourriture et à mes médicaments. Comment vous sentez cette réalisation? Malcolm a été silencieux pendant un long moment compte tenu de ses paroles. Comme je vivais avec un étranger depuis 11 ans. Comme tout ce que je pensais savoir sur mon mariage, ma vie a été construite sur des mensonges. Avez-vous immédiatement affronté votre femme? Non, j'avais besoin de preuves. Les accusations sans preuve ne sont que des mots. Chin l'a guidé à travers la configuration de la surveillance, la découverte de l'affaire, les preuves numériques qui ont révélé toute la portée du complot. Étiez-vous en colère lorsque vous avez découvert que votre femme essayait de vous tuer? Malcolm a examiné directement Avery pour la première fois lors du procès. Elle le regardait avec des larmes coulant sur son visage, mais ses yeux ne tenaient aucun remords, seulement la haine pour avoir été attrapée. Non, dit Malcolm, et il le pensait. La colère est une émotion qui oblige le jugement. Il s'agissait de recueillir des preuves et d'assurer la justice. Pendant le contre-interrogatoire, Patricia Marsh a essayé toutes les stratégies pour saper la crédibilité de Malcolm. N'est-il pas vrai que vous avez installé illégalement de l'équipement de surveillance dans votre maison? Je me suis protégé dans ma propre maison en utilisant des méthodes juridiques. N'est-il pas vrai que vous avez des antécédents de violence de votre service militaire? J'ai servi mon pays avec honneur et distinction. N'est-il pas possible que votre maladie documentée ait provoqué des délires paranoïaques qui vous ont amené à croire que votre femme essayait de vous nuire? La voix de Malcolm est restée stable. La seule illusion que j'ai subie était de croire que ma femme m'aimait. Lorsque le procureur Chin a demandé s'il avait autre chose à dire au jury, Malcolm s'est tourné directement. Pendant plus d'1 an, Avery Brantley a souri pendant que je suis en train de disparaître. Elle a tenu ma main pendant que Poison travaillait à travers mon système.
Elle a planifié mes funérailles alors que j'étais encore en vie. Sa voix est restée calme, mais chaque mot a frappé comme un coup physique. Elle a regardé dans les yeux de mon fils et a menti sur la raison pour laquelle son père était en train de mourir. Je ne lui demanderai pas de pourrir en prison. Je l'attends. La salle d'audience était absolument silencieuse quand il a terminé. Le jury a délibéré pendant 8 heures sur 2 jours et est revenu avec des verdicts de culpabilité sur tous les chefs d'accusation. Tentative de meurtre au premier degré, complot en vue de commettre un meurtre, une fraude à l'assurance et une mise en danger des enfants. La juge Patricia Williams a prévu une condamnation pour la semaine suivante. La salle d'audience était à nouveau emballée quand Avery se tenait pour entendre son sort. Madame Brantley. Le juge Williams a déclaré, sa voix portant le poids de 30 ans sur le banc. Au cours de ma carrière, j'ai vu de nombreux cas de violence domestique, mais peu aussi calculés et à froid que celui-ci. Vous avez systématiquement empoisonné votre mari pendant plus d'1 an, documenté son déclin à des fins d'assurance et prévoyez de profiter de sa mort. La jambe d'Avery trembla alors qu'elle se tenait à côté de son avocat. Les éléments de preuve montrent que vous avez recherché des méthodes d'intoxication introuvables, forgé des documents juridiques et conspiré avec votre amant pour commettre un meurtre. Le plus dérangeant de tous, vous impliquez votre fils de 10 ans dans cette tromperie, l'utilisant comme témoin du déclin mental fabriqué de votre mari. Le juge Williams s'est arrêté, laissant le poids des crimes s'installer sur la salle d'audience. Je vous condamne à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Malcolm n'a rien ressenti lorsque la peine était prononcée. Aucune satisfaction, aucun soulagement, juste la certitude silencieuse selon laquelle la justice avait été rendue conformément à la loi. Wyatt Lennox a subi sa peine négociée de 25 ans et serait admissible à la libération conditionnelle dans 15 ans avec une bonne conduite 3 semaines après la condamnation. Une lettre est arrivée à la boutique en métal de Malcolm. Prison de l'État de l'Arizona. L'écriture familière d'Avery. Malcolm, je sais que vous ne croirez probablement pas cela, mais je t'aimais une fois. Je viens de me perdre quelque part en cours de route, pris dans les rêves d'une vie différente. Je suis désolé pour ce que je vous ai fait, et je suis encore plus désolé pour ce que cela fera à Nico. Peut-être qu'un jour vous pouvez trouver dans votre cœur de me pardonner afin que nous puissions guérir et aller de l'avant avec nos vies. J'adorerai toujours l'homme que j'ai épousé. Avery Malcolm a lu la lettre 2 fois, puis s'est rendu à sa station de soudage. Il a tiré sa torche d'acétylène et a tenu la lettre sur la flamme bleue jusqu'à ce qu'elle prenne le feu, regardant le papier se courber et noircir. Le pardon était pour les gens qu'il avait gagnés par des remords et un changement authentique. Avery avait perdu ce droit lorsqu'elle avait choisi le poison sur l'amour, la trahison pour la loyauté. Malcolm a balayé les cendres dans le bac de déchets de sa boutique et a retourné son travail 8 mois après le procès. Malcolm a pris 2 décisions majeures qui remodèleraient l'avenir de son et de Nico. Il a vendu la maison à Flagstaff, où trop de souvenirs toxiques vivaient dans chaque pièce, et il a vendu son entreprise de fabrication à son employé de longue date Dave, qui avait organisé des opérations quotidiennes pendant la procédure judiciaire. Le produit combiné, ainsi que l'argent d'assurance vie qu'Avery avait frauduleusement augmenté, a donné à Malcolm et Nico Financial Security pour la première fois de leur vie. Ils ont déménagé à Prescott, en Arizona, une petite ville nichée dans les montagnes où personne ne le connaissait. Histoire, Malcolm a loué une modeste maison avec un grand garage qu'il a converti en un studio de travail en métal personnalisé. Au lieu de la fabrication industrielle, il s'est concentré sur les commissions artistiques, les sculptures pour les espaces publics, le travail décoratif en fer pour les maisons, les pièces personnalisées qui ont contesté sa créativité plutôt que sur ses compétences techniques. « Papa, qu'est-ce que tu fais maintenant ?» Nico a demandé un samedi après-midi en regardant Malcolm Shape Redo Steve sur son enclume. Une sculpture pour la nouvelle bibliothèque du centre-ville. Ils veulent quelque chose qui représente la croissance et l'apprentissage. À quoi ça va ressembler? Malcolm faisait une pause en martelant, en essuyant la sueur de son front, un arbre fait de livres. Le coffre sera fabriqué en acier en forme de livres ouverts. Et les branches tiendront plus de livres comme feuilles. C'est cool. Puis-je aider? Une fois refroidi, vous pouvez m'aider à polir certaines des plus petites pièces. Nico guérissait remarquablement bien compte tenu de ce qu'il avait enduré. Il a vu un conseiller 2 fois par semaine et avait fait plusieurs amis proches dans sa nouvelle école. Plus important encore, il n'a jamais demandé de visiter sa mère en prison et Malcolm n'a jamais proposé. Lucie s'est rendue chaque week-end, faisant la route de 2 heures pour le personnel du drapeau avec des épiceries et des examens médicaux.
Elle avait pris un congé temporaire de sa clinique pour aider à la transition de Nico et à la rétablissement de Malcolm. « Vous faites un travail incroyable ici », a-t-elle déclaré un soir, examinant la dernière commission de Malcolm, une sculpture commémorative pour un cimetière vétéran local. « Se sent bien, créer quelque chose de beau au lieu de simplement réparer ce qui est cassé. Comment vous sentez-vous physiquement? Un effet persistant de l'empoisonnement? Rien d'important. Mes mains sont à nouveau stables. Mon énergie est de retour à la normale. Mentalement, je suis plus fort que je ne l'ai été depuis des années. Les effets physiques de l'empoisonnement avaient été complètement résolus. Suspicieux. Lorsque des étrangers étaient trop amicaux. Point. Tomba comme des larmes à la base des sculptures. Le fil a lié les mains ensemble, mais la liaison se brise alors qu'une main perdait sa forme. La main solide ne saisit plus désespérément son partenaire dissolvant. Au lieu de cela, il est resté ouvert, fort, mais n'essayant plus de conserver quelque chose qui était déjà perdu. Malcolm avait intitulé Le silence de la pièce n'est pas une faiblesse. Il a chargé la sculpture dans son camion en utilisant une petite grue qu'il avait construite pour déplacer des pièces lourdes. La route vers sa maison a pris 20 minutes dans les rues traînées de Prescott. Nico est sorti pour regarder Malcolm positionner la sculpture dans sa cour avant où tous ceux qui sont passés pouvaient le voir. Le garçon était regroupé dans un manteau lourd. Son souffle visible dans l'air froid. C'est vraiment fini. C'est fini. Qu'est-ce que cela signifie? Malcolm a étudié sa création, considérant comment expliquer des vérités complexes à un enfant de 11 ans. Cela signifie que parfois la chose la plus forte que vous puissiez faire est de se laisser aller, même quand ça fait mal. Lâchez-vous maman? Je lâche la personne que je pensais qu'elle était. La vraie personne, celle qui a essayé de nous blesser. Je ne lui pardonnerai jamais, mais je ne porterai plus son poison dans mon cœur. Nico hocha la tête avec la sagesse d'un enfant qui avait trop vu mais apprenait à le traiter sainement. Ce soir-là, Malcolm a préparé le dîner pendant que Nico terminait les devoirs à la table de la cuisine. Nourriture simple, poulet grillé, légumes cuits à la vapeur, riz brun, mais c'était de la nourriture qu'il avait sélectionnée et préparée dans une cuisine où personne n'essayait de lui faire du mal. La sculpture a attrapé les derniers rayons de la lumière du soleil d'hiver à travers la fenêtre, jetant des ombres complexes sur le mur qui se déplaçait lorsque la lumière s'estompait. Malcolm avait survécu à 3 tournées en Afghanistan, des bombes en bordure de route, des échanges d'incendies qui ont tué de bons soldats. Il avait survécu à un mariage avec une femme qui avait passé plus d'1 an à l'empoisonner lentement. Il avait reconstruit sa vie de rien et avait créé quelque chose de beau à partir de l'épave de la trahison. Le poison avait disparu de son système. Le mariage a été légalement dissous. La vérité avait été racontée devant un tribunal et la justice avait été rendue. Quoi restait un père et un fils apprenant à faire à nouveau confiance au monde, construisant quelque chose de réel et d'honnête dans le fondement de leur survie commune. La sculpture se tenait dans leur cour avant comme un gardien, rappelant à tous ceux qui l'ont vu cette force signifiait parfois savoir quand lâcher prise, quand arrêter de se battre pour quelque chose qui était déjà perdu. Malcolm a fini de cuisiner le dîner et a appelé Nico à la table. Ils ont mangé ensemble, parlant de l'école, des plans du week-end, de l'avenir qu'ils construisaient ensemble. En dehors de la sculpture, a attrapé la lumière de la fenêtre de leur cuisine, solide et permanente contre la nuit de l'Arizona. Que c'était suffisant. C'était plus que suffisant. Que c'était.